l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Arnaud Bertina, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre notre discussion. La semaine dernière, dans Craquer l'époque, nous avons pas mal parlé de présent, de lutte, de celle qu'on avait connue cet hiver, de formes plus générales de résistance et de répression. Et nous allons commencer aujourd'hui notre épisode par un texte que vous nous avez proposé, un texte de Volodine, extrait de Terminus Radieux, qui poursuit cette discussion et lance la suite de notre échange. Solovieï, quant à lui, ne poussait jamais la porte de l'école pour parfaire l'éducation de ses filles. Il préférait se rendre à l'intérieur de leurs rêves, qu'il choisit pour ce faire de traverser le feu, de s'engager corps et âme dans l'espace noir, ou de se mettre à voler puissamment dans les ciels chamaniques. Il aboutissait certaines nuits au cœur de leur sommeil, et il y entrait sans frapper. Il leur tenait d'édifiants discours, où il leur déclamait d'une voix sifflante ses propres poèmes. Mais surtout, il profitait de son séjour pour explorer les arrières de leur conscience, leurs fantasmes, leurs désirs secrets. Il était obsédé par le mal que les hommes pouvaient leur faire, et il les surveillait, estimant qu'elles étaient trop jeunes pour savoir se défendre seules contre les vilainies de leurs amoureux. Les filles respectaient Solovieï, et elles ne lui refusaient pas leur affection, mais du jour où elles eurent leurs premières règles, elles se mirent à détester ce genre d'intrusion, cette pénétration impériale et contre nature, et, au matin, sourdement ou ouvertement, elles se rappelaient qu'il était apparu en elles, qu'il était venu troubler leur intimité, et qu'il s'était imposé à elles pour explorer les énigmes cachées de leur inconscient et de leur personne en général. Elles se souvenaient du voyage qu'il s'était permis de faire en elles. C'était un souvenir qui les dégoûtait, et qu'elles se refusaient à admettre comme négligeable ou furtif, qu'elles n'acceptaient pas de remiser parmi les innombrables impressions oniriques que le réveil dissipait. Elles ne lui pardonnaient pas cela. Le lendemain matin, si elles croisaient leur père en allant à l'école, elles lui disaient à peine bonjour, et elles lui montraient clairement qu'elle boudait. Merci Arnaud, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, peut-être déjà nous situer rapidement ce passage et nous dire un peu davantage pourquoi vous l'avez choisi ? Oui, donc c'est dans Terminus Radieux, qui est pour moi un des plus grands livres d'Antoine Volodine, pour lequel j'ai infiniment d'admiration. Et là, on est dans le premier quart du livre. Et c'est un des personnages principaux, ce personnage de Solovieï, qui, moi, sur le plan déjà strictement littéraire, m'impressionne beaucoup parce que on l'entend très bien dans ce passage-là. C'est à la fois, disons, une sorte d'être de chair, et puis en même temps, c'est un démon qui rentre dans les têtes des gens, qui voyage à l'intérieur des têtes des gens, qui a accès à leurs secrets, à leur intimité, etc. Donc il est à la fois incarné comme un personnage et puis en même temps c'est une force, c'est pas un individu. Et ça, il y a beaucoup de passages où Volodine justement s'emploie à le décrire comme ça, comme une espèce de tornade qui parcourt le village, une fureur. Donc ça, sur le plan littéraire, le fait de ne pas s'astreindre à un décor réaliste, moi ça m'impressionne beaucoup chez lui, chez Volodine. Je trouve ça très, très beau. Après, de manière plus large, ce qui me retient énormément dans l'univers d'Antoine Volodine, c'est pas tant la description du monde qui est systématiquement post-apocalyptique ou systématiquement concentrationnaire. Ce qui me retient beaucoup, c'est qu'il met en scène dans chacun de ses livres l'écrasement du rêve révolutionnaire par soit des polices qui peuvent s'apparenter à celles du système soviétique et du goulag, soit aussi par les polices occidentales de notre présent. Et dans tous les cas, pardon de le dire d'une manière un peu mièvre, mais j'ai le cœur serré en le lisant, parce que ce qu'il arrive à décrire, c'est justement l'obstination, l'acharnement, l'extrême violence de ces polices pour lesquelles il est absolument impossible qu'une autre vie puisse être envisagée. Alors, pour donner un exemple très concret, on l'a vu en France, par exemple, avec la bataille de Notre-Dame-des-Landes. C'était très, très significatif, c'est-à-dire que l'occupation de Notre-Dame-des-Landes avait quelque chose de non important sur le plan économique. Au bout d'un moment, il était clair que l'aéroport ne serait pas construit, etc. Mais par contre, il était hors de question d'abandonner sur un terrain, c'était celui de la construction d'un autre mode de vie possible, un mode de vie sans argent, un mode de vie sans propriété, etc. Ça, il ne fallait pas
que cette démonstration puisse être faite. Et donc, ça a donné la bataille de Notre-Dame-des-Landes avec le déchaînement de violence qu'on a pu voir, qui a été amplement documenté, etc. Bon, ben voilà, typiquement, Volodine situe ses livres et son obstination de la description de l'écrasement du rêve révolutionnaire se situe typiquement à cet endroit-là. C'est ça qui fait que pour moi, c'est une œuvre absolument essentielle dans le champ de la littérature contemporaine. Dans vos récits, dans vos fictions, vous faites le choix d'être davantage ancré dans un présent réaliste, disons, ces questions-là, mais vous êtes aussi au plus près de ces formes d'écrasement. Il me semble qu'on en retient plus de résistance. Il me semble qu'à leur lecture, on retient peut-être davantage encore justement les résistances, ce qui fait ferment. Alors on a parlé la semaine dernière de la force des corps, des affects qui traversent comme ça les manifestations, mais il me semble qu'on les retrouve beaucoup dans vos récits, l'occupation sauvage des lieux aussi, et qu'elle peut déployer là aussi dans les corps. Et puis aussi un autre élément que je trouve fort, qui est l'intelligence des situations, qui prend chair et qui se transmet d'ailleurs au lecteur aussi. Donc peut-être dans un univers plus réaliste, il y a quand même tous ces ferments de résistance. Qu'est-ce qui s'élabore pour vous dans ces enquêtes, dans cette écriture de la résistance ? C'est juste de dire que mes livres sont peut-être plus optimistes que ceux d'Antoine Volodine, qui sont des livres très noirs, et cet univers-là rebute pas mal de lecteurs à cause de cette noirceur-là radicale. Moi, mon optimisme, je le constate. Je pense que ça tient beaucoup à ce qui m'a formé sur le plan littéraire. Ado, j'ai très marqué par tout ce que je pouvais lire de Sartre. Il y a au cœur de l'existentialisme, il y a quelque chose de fondamentalement optimiste, quoi. C'est-à-dire avec l'idée que les essences ne nous dirigent pas, ne nous gouverne pas, et que l'existence est toujours une somme de métamorphoses et de questions, mais toujours en scène la question de la liberté. Donc ça, c'est vraiment, ça a laissé son empreinte dans tout ce que j'écris, si bien que tous mes livres peuvent être décrits comme des récits de métamorphose, soit de personnages sur le plan individuel dans la fiction, soit des groupes qui essayent eux aussi de se réinventer en permanence. Et c'est ce que j'ai pu constater avec les GMS dans la Creuse, quoi. C'est-à-dire que tant que l'usine fonctionne bien, voilà, ils sont ouvriers avec des compétences d'ouvriers, compétences qui ont été décidées dès le moment scolaire pour eux, c'est-à-dire voilà, tu vas pas aller jusqu'au bac général, voilà, tu vas partir dans telle filière, tu vas faire un bac pro, etc. Donc une identité qui se fiche, qui se restreint et qui ensuite est sur des rails pendant 40 ans de vie professionnelle. Et qu'est-ce qui se passe avec les GMS à partir du moment où l'usine déraille et où il y a des menaces de fermeture et tout? Ils se découvrent capables d'endosser quantité d'autres identités. Ils se découvrent capables de parler avec des ministres, avec des présidents de la République. Ils se découvrent capables de venir à des réunions à la préfecture de la Creuse avec des propositions pour la vie économique du territoire. Ils se découvrent capables d'écrire une proposition de loi et de la porter jusqu'à l'Assemblée nationale. Et pour eux, c'est un moment invraisemblable d'épanouissement et d'ouverture, je vais dire une connerie, d'ouverture des chakras, quoi. Tout d'un coup, tellement de choses deviennent possibles, alors que on les aurait pris 10 ans plus tôt, il n'y en a pas un seul qui aurait parié un copec sur ça, sur le fait qu'ils pouvaient ne pas être ridicules quand ils s'adressaient à un Premier ministre ou à un président de la République. Donc voilà, moi, vraiment, je me répète, toute ma littérature est fascinée par la question de la métamorphose, c'est-à-dire par le fait que il n'y a pas... je ne cherche pas à décrire des états, je cherche toujours à décrire des mouvements. Et donc, par la force des choses, c'est une littérature optimiste. C'est parce que je suis fasciné par les métamorphoses, on peut en déduire que mes bouquins sont optimistes. Et est-ce que c'est pas justement aussi ça une réponse, enfin en tout cas une façon de penser ce que l'on peut dire parfois du travail de porte-parole, du risque de parler de parler à la place d'eux, et que on pourrait dire, enfin voilà, comme être une forme de risque pour les GMS, pour les jeunes filles de l'âge de la première passe. Est-ce que vous êtes senti dans cette situation de responsabilité de traduire des vies, de bâtir des vies? Est-ce que le fait que, justement, au lieu de transcrire quelque chose qui existe déjà, on soit dans cette idée de dynamique, de métamorphose qu'on accompagne par la langue, ça change les choses? Ouais, alors ça c'est une grosse question, c'est devenu une très grosse question pour moi, donc je vais essayer de pas trop me perdre dans ma réponse. Il se trouve que même quand je faisais des fictions, et je reviens aux fictions, hein, je suis pas passé à autre chose, mais quand j'écris des fictions, je me suis rendu compte très vite que j'allais toujours vers des sujets où j'étais absolument pas en position de maîtrise.
Mon premier livre sur la guerre d'Algérie, je n'ai pas fait une thèse ou un mémoire de maîtrise sur la guerre d'Algérie. Mon deuxième livre sur l'opéra, je suis fasciné par l'opéra, mais je ne suis pas mélomane et je ne connais pas 50 opéras et je ne connais pas 50 livrets, etc. Et comme ça tout le temps. Anima Motrix, qui était un livre magnétisé par la question de la place des réfugiés en Europe en 2006, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est justement de me mettre dans une position inconfortable. Et en fait, je pense que ça vient nourrir quelque chose dans l'écriture. Je pense que c'est devenu nécessaire parce que c'est tout le temps ce que j'ai fait pour tous les livres. J'ai toujours été là où je n'étais pas sûr de moi, pas compétent. Et en fait, ça produit quelque chose d'hyper important sur le plan intellectuel et littéraire. C'est évidemment la même chose au Congo. Je connais rien à la situation de ces filles. Et même quand j'arrive au Congo, je pensais que les clients de ces filles, c'était des Occidentaux qui faisaient du tourisme sexuel. Donc jusqu'à la dernière minute, jusqu'au premier jour où je commence à travailler avec les filles, je suis complètement dans les choux, j'ai mal anticipé ce qu'elle est leur quotidien. La Creuse, c'est pareil, les premiers entretiens, si on les réécoute, les premiers entretiens, je ne comprends rien à ce qu'ils me racontent. Ils parlent de montage financier, ils me parlent d'actionnariat, ils me parlent de commandes de Renault et de Peugeot, et les premiers temps, c'est un paysage qui se fixe pas, quoi. Mais j'ai besoin de ça justement parce que l'écriture littéraire, la littérature, ce qu'elle promet, c'est justement pas de prendre le pouvoir sur les autres, c'est justement pas de devenir le porte-parole des autres. C'est de continuer d'accompagner une parole en gagnant pas par l'écriture une position de maîtrise. C'est-à-dire que je sors du livre et je continue de ne pas être plus compétent qu'eux. Alors qu'en fait, si on faisait un usage social du fait que je suis écrivain, c'est ça que je pourrais espérer. C'est que tout d'un coup, hop, je gagne en superbe, je gagne en compétence, et ma parole, plus habile que la leur, tout d'un coup s'impose dans le débat public. Alors qu'en fait, non, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de saluer l'incroyable vitalité qui est à l'œuvre dans leur combat, et les formes vertueuses, magnifiques, généreuses qu'ils ont réussi à préserver dans leur combat. Donc je suis dans la position du mec qui admire, et pas dans la position du mec qui va prendre la parole à leur place, alors qu'eux-mêmes ne m'ont pas demandé de prendre la parole. Moi, quand j'arrive, ils m'accueillent, ils sont hyper accueillants tout de suite, vraiment. Ils acceptent tout de suite de répondre à mes questions, mais à aucun moment ils sont venus me chercher. Ils savaient pas du tout qui je suis, ils ont toujours pas lu mes bouquins, c'est pas la question, quoi. Donc, en fait, ne pas me la raconter. Ça, c'est mon obsession, ne pas me la raconter. Si bien que dans les livres, alors peut-être moins dans le livre sur la Creuse, mais dans l'âge de la première passe au Congo, j'ai poussé le curseur si loin que ces filles, j'ai beau approcher leur vie, j'ai beau passer mes journées avec elles, j'ai beau le soir être en maraude dans les lieux de prostitution où je les retrouve avec les infirmières, etc. Évidemment que je comprends rien à leur vie, évidemment que je suis incapable d'imaginer leurs sentiments, ce qu'elles peuvent dire, les mots qu'elles peuvent mettre sur cette situation-là. Résultat, je ne vais pas faire un livre dans lequel je décris avec aplomb leur situation, je vais faire un livre dans lequel j'essaye de décrire comment deux étrangers arrivent ou pas à se parler, à se comprendre, à créer une petite plateforme de vague égalité, à créer une petite zone de confiance où elles vont se dire « oui, ok, à lui, je peux lui parler, il me regarde pas mal, il me parle pas mal, il mange la même chose que moi le midi, il est assis avec moi dans la cour, il s'occupe de mon enfant, etc. etc. » Et donc le livre, il porte ça sur la création d'un lien, et pas sur les 5 vérités que je pourrais dire concernant ces filles, ou les 5 vérités que je pourrais dire sur Sassou Nguesso, le président de la République dictateur, etc. etc. Pour moi, écrire des livres, c'est vraiment accompagner des métamorphoses, saluer la vitalité qui s'exprime dans ces métamorphoses-là, dire à quel point je peux être admiratif de certaines personnes que j'ai rencontrées, mais certainement pas me constituer, moi, en être social, écrivain, écrivant, etc. Sinon, dans ce cas-là, l'écriture ferait l'inverse de ce que j'essaye de décrire dans les bouquins. Si l'écriture de métamorphose me permet à moi de me figer dans une posture d'écrivain, j'ai tout raté. L'écriture, elle est là aussi pour me permettre, moi, d'être en mouvement. Oui, là aussi de se désidentifier. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a un enjeu de présence, en fait, qui remplace des enjeux d'interprète, et que c'est rendre compte de présence au pluriel, et dans tout ce qu'elles ont, forcément, du coup, de transformateur, et de votre présence aussi. Exactement. En fait, moi, c'est marrant, j'ai mal lu Rimbaud jusqu'à présent, mais il y a cette phrase « on n'est pas présent au monde », que je comprenais pas du tout, et contre laquelle presque je me dressais il y a longtemps, en disant « mais ça c'est n'importe quoi », etc. Et en fait, en vieillissant, en multipliant les expériences et en multipliant les livres, je me suis rendu compte effectivement qu'il dit
dit quelque chose d'hyper fort quand il dit ça, quoi. Et que c'est très compliqué d'être présent à ce qu'on vit. C'est horriblement compliqué, quoi. Pour peu qu'on soit un peu angoissé ou on passe son temps à dresser des barrières qui vont nous empêcher d'accéder vraiment à l'expérience qu'on est en train de vivre. Et donc l'écriture, elle est là justement pour ça. C'est-à-dire que moi, si j'avais pas l'écriture, je sortirais de mes journées avec les filles au Congo et tout me fuirait aussitôt. Parce que j'aurais la tête ailleurs, j'aurais la tête à ma propre histoire d'amour, à ma propre détresse, je sais pas quoi, et je ferais pas toute cette place-là. Alors que m'obliger par exemple dans le temps même du séjour à tenir un espèce de journal et puis ensuite avoir 4 années d'écriture derrière quand je rentre en France et où je reviens sans arrêt sur ce qu'elles m'ont dit, sur ce qu'elles ont écrit, etc. C'est une façon d'arriver enfin à être présent à ce que j'ai vécu. Et finalement, de réussir à parler de ces autres, le fait de parler de soi, en tout cas de l'analyser ou d'être présent à soi là-dedans, est aussi une des voies pour parler de ces autres fidèlement. C'est cette opposition qu'on fait parfois, ou souvent, ou peut-être qu'elle est éculée aussi, mais entre la littérature de l'intime ou du jeu et une littérature qui serait transitive, ouverte vers le dehors, est-ce que ça tient tant que ça, ou est-ce qu'en fait, c'est pas des va-et-vient et des présences aux deux qui sont nécessaires pour bien parler des autres? Il faut aussi être présent à soi, disons. Là, en fait, en disant ça, vous pointez le truc qui m'a beaucoup surpris, parce que dans l'âge de la première passe, je fais quoi ? Je vais donc au-devant de jeunes filles qui sont pour moi l'autre radical, quoi, l'étranger radical. C'est-à-dire la plus grande misère, l'Afrique centrale qui, sur le plan culturel, est si différente de tout ce qu'on peut vivre, nous, en Europe, etc. Donc c'est l'autre radical. Et en fait, précisément pour parler de cette étrangeté radicale, il m'a semblé absolument nécessaire de parler de moi aussi dans ce livre. Alors que je le fais jamais dans les autres bouquins. Je fais pas d'autofiction, je fais pas de livre autobiographique, ça m'intéresse pas du tout. Mon énergie d'écriture m'envoie exactement dans la direction opposée. Et bizarrement, c'est justement parce que je vais vers la plus grande forme d'étrangeté possible, sur tous les plans sociaux, culturels, etc., qu'il me semblait nécessaire justement de parler aussi de moi, c'est-à-dire pour dire que je fais partie de la question au Congo, alors que par exemple en Creuse, quand je suis avec les ouvriers de la souterraine, je ne fais pas partie de la question, parce que justement c'est moins l'étranger. Donc résultat, je suis un peu plus absent du bouquin, je ne me mets pas en scène, je ne raconte pas des trucs personnels, etc. Ensuite, quand vous dites l'écriture du jeu, je me dis que la semaine dernière, quand on a parlé de l'époque, quand vous me demandiez de résumer l'époque, de dire comment j'appellerais cette époque qui est la nôtre là, et je disais que c'était difficile de faire cet effort de synthèse, il me semble que souvent les écritures du jeu manquent, justement parce qu'elles sont sur le jeu, elles manquent l'époque en fait. Et c'est des fois moi ce qui me laisse complètement sur ma faim dans ce type-là de livre, quoi. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui va dire que son drame, c'est... je sais pas, je dis n'importe quoi, d'avoir été au chômage et de s'être battu contre Pôle emploi. Imaginons, voilà, un livre qui serait ça. Et ça va l'amener, en fait, à louper un truc plus global et qui résultat, parlera de la détresse de cet homme en termes très différents et résultat, qui lui feront peut-être comprendre que, en fait, la détresse de ces années-là, c'était pas son chômage, en fait. C'était pas de son chômage qu'il était en train de souffrir. En fait, il était en train de souffrir d'autre chose. Il souffrait, ça c'est pas la question. Mais il était en train de souffrir d'autre chose. Et c'est cette autre chose-là qui est si compliquée à choper. Et je pense que quand on n'est que dans l'écriture du jeu, je pense qu'on s'enfonce un peu dans un truc qui va nous rendre aveugles à ce truc, où les choses vont être formulées différemment. Et peut-être aussi, d'ailleurs, vous avez travaillé souvent au sein de collectifs, vous avez aussi écrit à plusieurs mains, à plusieurs reprises. Peut-être que c'est aussi et aussi avec des gens qui prenaient des photos, par exemple. Je pense à un certain nombre donc d'autres techniques, finalement, de représentation. Peut-être de cette possibilité d'être plus global, d'être plus... Est-ce que, tout en répondant à ça, vous auriez une idée de la façon dont on peut définir alors ce qu'on n'aime plus appeler littérature engagée, mais qui est quand même un peu ce que vous décrivez, c'est-à-dire justement une littérature qui dépasse soi pour essayer de comprendre quelque chose à ce présent. Est-ce que c'est un terme que vous assumeriez ? Est-ce que c'est un terme que vous remplaceriez par un autre ? Non, moi, tout me va. Littérature engagée me fait pas peur. Pendant longtemps, les gens se bouchaient le nez, puis maintenant, le mot recircule beaucoup. Non, il me fait pas peur, parce qu'en fait, la définition qu'en donnait Sartre, elle était assez passionnante. En fait, si on revient au passage célèbre qui est dans « Qu'est-ce que la littérature ?», en vrai, c'est compliqué de contester ce qu'il dit sur comment est-ce qu'il explique cette histoire d'engagement. Il dit, en fait, toutes les formes qu'on propose artistiquement supposent c'est une découpe dans le monde. Donc si je fais un roman sur la réforme des retraites ou si je fais un roman sur le pot de fleurs qui est tombé de ma fenêtre, tout est possible, mais c'est
C'est clairement, c'est une des coupes du monde. À ce moment-là, voilà, je dis que ce qui est urgent plus que la réforme des retraites, c'est de parler de ce pot de fleurs qui est tombé dans la cour. Pas de problème, mais tu es obligé de reconnaître que tu as fait un choix, que ta liberté s'est exprimée dans ce choix-là, et que donc, effectivement, on peut tirer une politique du choix que tu as fait. Et ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix que tu prennes ta carte à lutte ouvrière. On s'en fout complètement. C'est pas ça la question. C'est prendre la question de l'engagement de manière vraiment débile. La question de l'engagement, c'est d'abord de dire que, qu'on le veuille ou non, on est engagé dans les formes qu'on propose. Point barre, quoi. Bon, bah, ça me semble difficile de contester ça. Et donc moi, je sais que mes bouquins me définissent à un moment, quoi. Effectivement, je propose cette découpe-là du monde. D'autres sont possibles. Il y a aussi les formes qu'on va utiliser pour le faire. Par exemple, au Congo, j'ai été très marqué par le fait que, dans un premier temps, dans l'avion, j'ai senti que je me préparais à n'être que dans une approche un peu compassionnelle de ces jeunes femmes. Parce que, voilà, la plus grande misère, la plus grande violence masculine sur elles, etc., etc. Donc je ne voyais pas où est-ce que ça pouvait respirer. Mais du jour où j'ai compris qu'il y avait de la respiration, qu'elles pouvaient être à la fois les victimes de cet ordre économique, de cette violence masculine, et, dans la même journée, à certains autres moments de la journée, être encore des jeunes filles de 16 ans qui ont hyper envie de sortir, d'aller en boîte, de boire de la bière et de danser, alors qu'elles savent très bien qu'ensuite, plus tard dans la soirée, elles vont se faire tabasser, violer, voler, etc. Et bien je me suis dit, ça, je dois à tout prix en rendre compte, parce que si je les décris uniquement que comme des victimes, je fais un geste artistique et intellectuel absolument dégueulasse, quoi. Alors que j'aurais eu sous les yeux la preuve qu'elles étaient aussi autre chose que des victimes, je n'en tiendrais pas compte, parce que ça rendrait le tableau un peu bizarre, quoi. Hein, tout d'un coup, pourquoi il y a ce chapitre où elles sont toutes joyeuses, et pourquoi est-ce que tu décris là comment elles se maquillent et l'électricité qu'il y a dans l'air, dans la cour à ce moment-là. Et donc c'est là que la littérature aussi elle rentre, parce qu'en fait la littérature ça va être cette promesse-là de montrer d'abord, de faire une description obstinée de ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire de n'en avoir jamais fini avec la complexité de ce qu'on a sous les yeux, et que si on fait cet effort-là de description, ça va déboucher aussi sur un mélange des tonalités, ça va déboucher sur des œuvres qui tout d'un coup vont être beaucoup plus complexes à décrire, quoi. C'est-à-dire à la fois le clown et la tragédie. Et moi, c'est mon obsession depuis le début, c'est ce mélange des genres, ce mélange des tonalités, des registres, parce qu'il me semble que ça correspond à ce qu'on vit toujours, il y a toujours toutes ces dimensions mélangées, et que la littérature, elle a sa responsabilité, pour le coup, c'est de rendre compte de la totalité de ça. C'est de ne pas figer les gens qu'on a sous les yeux dans des caricatures, de ne pas les figer dans une position, mais au contraire, parce que la littérature sait faire ça, de s'obstiner à les voir plus libres, plus beaux, plus vastes que ce qu'on peut imaginer au premier abord. Arnaud Bertina, on arrive à la fin de cet entretien et une dernière question qui ouvre peut-être une fenêtre sur ces découpes de monde dont vous parliez, va nous permettre de clore. Qu'est-ce que vous faites demain ? Alors je vais prendre la question de manière très terre-à-terre. Demain matin, je prends le train Gare d'Austerlitz pour aller à Cap-de-Nac, dans le Lot, pour un petit festival qui existe depuis très longtemps, les nuits et les jours de Kerb. Kerb, c'est un hameau au nord de Cap-de-Nac. Et j'y vais pour parler du Congo, justement. Et en fait, voilà pourquoi ça m'amuse de prendre votre question vraiment de manière très terre-à-terre, c'est parce que je trouve ça assez beau de parler du Congo dans un hameau du Lot, au sommet d'une colline, dans une ancienne ferme, de penser qu'il y a des gens qui ont pensé qu'il était nécessaire ou chouette de me faire venir pour parler de ça, pour parler des vies de ces filles, etc. Je me dis que là, il y a de la circulation, de la même manière que quand je suis arrivé en Creuse pour rencontrer les GMES, grâce aux filles au Congo, grâce à tous les entretiens que j'ai eus là-bas, ça y est, j'avais passé un palier dans ma vie et j'étais capable de bien entendre les Creusois. C'est les filles au Congo qui m'ont permis de bien entendre les Creusois. Et ça, je trouve ça aussi assez important. Ensuite, qu'est-ce que vous faites demain ? Sinon, de manière moins terre-à-terre et moins ancrée, je continue d'écrire et je continue d'essayer de métaboliser toute l'énergie, voire même la joie qui est des fois contenue dans les projets de livres qu'on a. C'est-à-dire d'essayer de faire que ce ne soit pas simplement le livre qui soit enthousiasmant, mais qu'il y ait quelque chose de cet enthousiasme qui me nourrisse moi-même aussi, ce qui n'est pas toujours gagné. Merci beaucoup, Arnaud Bertina. Merci.
Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Pauline Hachette.